Amis internautes de l'Est TV, bonjour, bienvenue dans votre émission Réaction. Aujourd'hui, nous recevons M. Amadou Niang. M. Amadou Niang, il a 50 ans d'expérience, je veux même dire 20 ans d'expérience, administrateur de société, expert financier et conseil en investissement, gestion et organisation, conseil auprès du gouvernement des structures politiques en Afrique et cadre de la paire. Bonjour M. Niang. Bonjour Moussa. Génial, merci de nous avoir reçus. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de votre parcours à travers le monde. Nous avons vu que vous êtes présent un peu partout dans les pays africains, proche des présidents d'Afrique. Qu'est-ce qui vous lie avec ces présidents d'Afrique? Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'invitation et de remercier tous vos téléspectateurs sur l'Est TV et de vous féliciter pour le travail que vous faites. Me poser des questions sur mon expérience et un parcours. Hein. Vous savez, j'ai eu la chance d'avoir eu de très bons mentors, d'avoir été formé et d'avoir une expérience très diversifiée. Hein, donc un peu partout en Afrique, comme vous avez dit. Mais j'ai commencé mes premières armes au Sénégal, hein, avec le cabinet Aziz Dieye, où j'étais auditeur. Et à travers nos missions, nous avons eu à voyager énormément en Afrique. Je faisais en général 12 pays africains par année dans le cadre de missions d'audit, d'investigation et de contrôle. Et par la suite, j'ai été nommé directeur Afrique, directeur de PricewaterhouseCoopers au Togo. À un très jeune âge, j'avais 30 ans et ça m'a permis quand même de rentrer très vite dans le très haut niveau en termes de conseil et d'audit. Et c'était le début d'une très grosse carrière internationale quand même. J'ai eu beaucoup de chance, par la grâce de Dieu, d'avoir été responsabilisé à un très jeune âge. Et pendant 3 ans, j'ai dirigé le cabinet du Togo. Et c'était une période où il y avait quand même une très grosse crise politique avec le décès de l'ancien président Eyadema et qui avait été remplacé par son fils. Et en tant que cabinet d'audit des Big Five, comme on l'appelle, un des plus grands cabinets du monde dans ce pays, nous avions un rôle à jouer et nous avons été très vite sollicités pour notre indépendance et par rapport à notre éthique professionnelle pour pouvoir assister les bailleurs pour avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe dans le pays, hein, dans le cadre de nos missions d'audit et de conseil. Et j'ai été conseiller du président, hein, fort, juste quand il a pris le pouvoir, pour pouvoir l'assister quand même à pouvoir mieux voir ce qui se passe dans les sociétés nationales. Nous avons eu à auditer presque toutes les grosses sociétés de téléphonie, ainsi de suite. Et de travailler aussi sur la négociation de la concession de la compagnie d'électricité avec Hydro-Québec. Et c'est un travail que j'avais déjà fait étant au Sénégal avec la Sénélec. Nous avons eu comme objectif du temps du président Wade d'évaluer le contrat de concession entre Elio Hydro-Québec et la Sénélec. Et nous avons retrouvé les mêmes hommes au Togo et ça nous a facilité la tâche. Et partant de là, je veux dire, quand vous capitalisez une expérience, vous êtes facile à vendre. Donc, moi j'ai toujours été intéressé par des nouveaux challenges. J'aurais pu rester directeur de Price au Togo pendant 20 ans, mais j'avais envie de faire autre chose. Une fois qu'on avait développé le cabinet et que je suis passé d'une dizaine d'employés à une centaine, d'un chiffre d'affaires de 800 millions à 10 milliards. Donc, pour moi, c'était d'aller voir ailleurs et faire autre chose. Et c'est dans ce cadre que j'avais été recruté par un cabinet américain qui avait été sollicité par le président de la Côte d'Ivoire pour la mise en place, pour un peu de conseil financier d'abord. Et une fois sur le terrain, nous avons identifié les besoins de ce pays et j'ai élaboré la mise en place d'une agence nationale de microfinance, mais pas comme nous l'entendons d'habitude. Vous savez, en 2006, j'ai monté l'Agence nationale de microfinance en Côte d'Ivoire, qui est l'équivalent aujourd'hui du DER au Sénégal. Parce que l'objectif était de pouvoir financer un marchand de bananes le matin, lui donner 30 000 francs, qui puisse aller acheter ses marchandises et pouvoir rembourser le soir. Voilà, donc c'était ça l'objectif. Et je l'ai mis en place en Côte d'Ivoire en 2006. Et vous savez, quand vous êtes conseiller financier, on peut vous confier une mission et vous demander des conseils sur autre chose. Donc c'est dans ce cadre que vous avez le sobriquet de conseiller du président. Mais c'était pour une mission particulière qui était un peu une fierté, parce que c'était la première en Afrique. Et aujourd'hui, je suis d'autant plus fier de voir que mon pays l'a mis en place. Je vais rebondir sur ça. Par rapport à cette expérience que vous avez
mis à la disposition de l'Afrique. Dans ce temps-là, le Sénégal avait besoin de vous. Aujourd'hui, vous êtes revenu du pays. Quelles sont vos ambitions? Qu'est-ce qui vous amène? Vous avez vu la situation du pays. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport maintenant au niveau de fonctionnement étatique et les problèmes sociétals qui se posent actuellement au Sénégal? Vous savez, nous avons toujours été à la disposition de notre pays. Je vais vous raconter une anecdote. Le projet que j'ai mis en place en Côte d'Ivoire, ils ne se sont pas réveillés un jour pour m'appeler, comme ça. J'avais proposé en 2007 le même projet au Sénégal. J'ai conçu, sans être payé, hein, j'ai conçu le projet, écrit le business plan, le cadre stratégique, l'élaboration. Parce qu'en fait, nous avons énormément à rendre à notre pays. Et aujourd'hui, la meilleure façon de rendre à notre pays, c'est de faire des productions et de proposer. Et en 2007, j'avais écrit l'Agence nationale de microfinance pour le gouvernement du Sénégal. Et c'est une anecdote, hein, c'est pas pour critiquer, mais je me rappelle que le discours qui m'avait été tenu par le ministre d'antan, c'était de me dire, nous allons vers des élections. Et comme il n'était pas du parti du pouvoir, il m'a dit, je vais garder ce document, et si jamais le président Wade est reconduit et que je suis reconduit dans le gouvernement, je le lui propose. Et dans la mise en place de ce projet, j'avais discuté avec des bailleurs et des banques. Et c'est ces bailleurs-là qui ont discuté avec le président du Côte d'Ivoire pour lui dire, nous avons travaillé avec un jeune Sénégalais qui avait un projet formidable, que ce serait bien que vous le fassiez venir. Donc c'est comme ça que je suis parti en Côte d'Ivoire. Donc c'est pas d'aller vendre mon expertise ailleurs et de laisser mon pays. Mais vous savez, quand vous proposez quelque chose et que c'est pas pris, si quelqu'un d'autre est intéressé, vous le lui donnez. Nous sommes des Africains, nous sommes des Sénégalais, nous sommes des panafricanistes. Le développement de toute l'Afrique nous intéresse. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes toujours à la disposition de notre pays. Nous avons, au-delà de ça, nous avons continué à travailler. Moi, j'ai été souvent conseiller, consulté par le président actuel, quand il n'était pas encore président. Par mes fonctions, j'étais directeur Afrique de l'Ouest de Dangote Énergie. Et quand il a eu écho qu'un Sénégalais était directeur Afrique de l'Ouest Dangote Énergie, il m'a fait appeler, je suis allé le voir et on a souvent discuté, il m'a souvent consulté, on a souvent échangé énormément entre 2010 et 2011, 2012 sur les secteurs dans lesquels je suis expert. Tout à fait. Donc par rapport à cela aujourd'hui, le président dont vous avez parlé aujourd'hui, c'est l'actuel président de la République, son Excellence Macky Sall. Il vous a appelé, vous avez travaillé sur pas mal de projets, vous avez parlé de votre projet, donc entre guillemets, que l'État avait peut-être traîné, mais aujourd'hui, avec la situation, votre président vient de faire 5 ans de pouvoir. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de ce bilan en tant que conseil? Parce que vous avez peut-être parlé de l'époque précédente, mais actuellement, il y a beaucoup de problèmes. Et le président vient de faire 5 ans dans le pouvoir. Quel bilan pouvez-vous tirer? Oui, bon, d'abord, moi, je voudrais que... Il y a un stéréotype de phrase que les Africains ont l'habitude de dire. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes partout dans le monde. Maintenant, c'est d'identifier les problèmes, de les sérier, de les catégoriser et de régler les problèmes principaux. Et je pense que pendant 5 ans, le président de la République s'est attelé à ça. Les problèmes, il y en aura toujours. Il ne faut pas qu'on oublie dans le type de continent dans lequel nous vivons, la légèreté de nos économies et nos marges de manœuvre sur le plan international, sur le plan financier international. Mais aujourd'hui, le président de la République a eu une vision de catégoriser ces problèmes et de mettre en place des projets qui sont liés à la résolution de ces problèmes. Donc, si on part du principe qu'il y a toujours des problèmes, donc un camp dira qu'il y a toujours des problèmes, mais l'autre camp, nous, on a la latitude de défendre pour dire, c'est pas qu'il n'y en a plus, mais au moins, certains problèmes ont été réglés. Je veux dire, aujourd'hui, le niveau de vie des Sénégalais, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, il y a eu des efforts qui ont été faits au niveau... Qu'est-ce qui a changé depuis lors? Vous savez, je vais vous dire, est-ce qu'on a eu des nouveaux chômeurs? Non, on est dans une stratégie de résorption du chômage. Aujourd'hui, si les chiffres qui sont donnés, il y a eu 336 000 emplois qui ont été créés, mais ceux qui n'ont pas encore de travail diront toujours qu'ils ne se retrouvent pas. Mais c'est dans la durée qu'on réussit à mettre en place un certain nombre de choses. Il y a des actions, des actes qui ont été posés dans le cadre de l'énergie, l'électricité, la capacité de production de la Sénélec, les heures de coupure qui ont diminué, les prix
de la Sénélec qui ont baissé, les impôts sur les salaires qui ont diminué, les prix des denrées de première nécessité que nous avons trouvés en 2012 ne sont plus les mêmes que maintenant. Si vous faites, amusez-vous un peu à prendre les prix des denrées de première nécessité en 2000 jusqu'en 2007 et de 2007 à 2012 et vous allez voir la croissance. Et prenez ces mêmes prix, ces mêmes produits et faites la courbe de croissance, de progression des prix entre 2012 et 2016. Théoriquement, économiquement, ça devrait croître parce que la vie devient de plus en plus chère. Mais nous avons réussi, le président de la République a réussi à stabiliser et à même faire baisser au prix de certains sacrifices financiers qui sont faits par le gouvernement. Par la population. Oui, mais vous savez, cris de cœur. Oui, mais vous savez, je vais vous dire une chose. Quand vous avez gagné des élections à 65%, c'est-à-dire qu'il y a 35% de la population qui n'est pas avec vous. Les 65%, c'est une masse silencieuse. Les 35%, c'est une masse qui parle et on les entend. On est dans un pays où on a une démocratie très forte quand même, où les gens ont le droit de dire ce qu'ils pensent, les gens ont le droit de critiquer. C'est pour ça que moi je salue une chaîne comme la vôtre. J'ai fait 19 pays africains. Je veux dire, il y en a, jusqu'à aujourd'hui, le TV ne pourrait jamais exister parce qu'ils n'ont pas atteint un certain niveau de démocratie. À partir du moment où on donne la parole aux gens et que ces gens critiquent, on les entend, on travaille, mais on ne peut pas les arrêter. On entendra toujours. Maintenant, on a deux oreilles. Si on veut entendre que les critiques, écouter que les critiques et partir du principe que c'est un pays où tout est critiqué, c'est qu'on est d'un camp. Si on veut voir que tout va bien et qu'on ferme les yeux sur tout, c'est qu'on n'est pas objectif. Vous avez parlé tout de suite de la démocratie. Nous avons remarqué qu'aujourd'hui, certaines même, les membres de l'opposition disent quand même que la démocratie est méprisée aujourd'hui. Il y a un problème. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont en prison. Il y a des situations très désastreuses sur le plan juridique, sur le plan même de l'effet de la Constitution qui pose problème aujourd'hui au Sénégal. Qu'est-ce que vous en dites? D'abord, moi j'ai toujours dit qu'il faut qu'on respecte nos magistrats. Il faut qu'on respecte nos institutions. Aujourd'hui, de parler de l'indépendance de la magistrature, c'est peut-être soit être de mauvaise foi ou bien ne pas comprendre comment ça fonctionne. On peut toujours améliorer un cadre, mais dire qu'il n'est pas bon du tout, alors qu'il nous a fallu 60 ans pour le mettre en place, avec des gens qui ont été quand même les pères fondateurs de ces piliers, et que les gens se sont battus pour l'indépendance de la magistrature. Les gens se sont battus pour la formation de ces magistrats, et qu'on veuille les jeter en pâture comme ça pour des raisons politiques, moi je ne suis pas d'accord. C'est des discours politiques. On ne les lance pas. Aujourd'hui, nous avons vu que si, par exemple, l'État cible ses opposants, mais il y a tout le temps ce qu'on appelle, il y a des poursuites judiciaires qui, à la limite, sont inexplicables. Et cela, les gens, nous sommes devant la scène, nous voyons tout ce qui se passe. Je parle par rapport à cela. Pourquoi d'autres gens ne sont pas ciblés, mais il n'y a que les opposants porteurs qui sont ciblés? Vous savez, ça c'est un discours d'opposant. Je vais vous dire, aujourd'hui la magistrature est un mode de fonctionnement où il y a des milliers de gens qui sont jugés pour des fautes de gestion, qui sont emprisonnés, et on n'en parle jamais parce qu'ils ne sont pas politiques. On parle des gens qui sont dans le landerneau politique. Mais ces gens se doivent de savoir qu'ils sont exposés et qu'on ne pourrait jamais leur pardonner ce qu'on pourrait pardonner à un autre. Si maintenant vous faites allusion au fait qu'il y ait des gens de l'APR qui ne sont pas sollicités, qui ne sont pas emprisonnés, poursuivis ou autres, moi je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, le président a été très clair, il a mis en place des institutions, ces institutions travaillent, produisent des rapports, et tous ces rapports sont au niveau des instances judiciaires. Maintenant, est-ce qu'il y a une sélection prioritaire de ces dossiers? Mais les magistrats, ils travaillent, ils font leur travail. Ils ont une façon de travailler qu'on ne peut pas leur imposer. Dans un cadre juridique, la seule personne qui répond au nom de l'État, c'est le procureur de la République, dont le patron, c'est le ministre de la Justice. Mais les magistrats ne dépendent pas de la chose publique. Il leur arrive de prendre des décisions qui ne sont pas en faveur du pouvoir, mais personne n'en parle. Tout à fait. Il leur arrive d'acquitter ou bien de donner une liberté provisoire à un opposant, mais est-ce qu'on va aller ruer dans les brancards et dire que
nous qui sommes du camp du président, est-ce qu'on va ruer dans les brancards et aller dire que les magistrats sont trop indépendants ou bien sont des opposants? Non. Mais là, bon, vous savez, il y a toujours un discours politique. Selon le camp dans lequel on est, on a une forme d'interprétation de la magistrature. Et moi, je m'interdis personnellement de trop interférer sur ça et de faire confiance. Jusqu'à la dernière minute, je ferai confiance à notre justice. Nous allons revenir sur votre position à Saint-Louis. Aujourd'hui, vous êtes parti, vous êtes un enfant de Saint-Louis. Nous pouvons même dire que votre père a été le président du conseil régional de Saint-Louis, très connu, qui a fait un travail à Saint-Louis. Aujourd'hui, vous êtes revenu en tant que son fils. Quelles sont vos ambitions à Saint-Louis? Nous avons que Saint-Louis a des problèmes. Malgré qu'il y a la présence de nos autorités, mais il y a tout le temps des difficultés. C'est un Saint-Louis de 1800 qui se voit tout le temps en 2018. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous dans la mesure où moi je compare Saint-Louis. Bon, moi je suis un financier. Je parle en termes d'absorption d'investissement et d'évolution des infrastructures. On prend Saint-Louis en 2012 et Saint-Louis en 2018 et on regarde les chiffres. Et bon, nous les Saint-Louisiens, nous avons tendance à penser que Saint-Louis se limite entre les bars et l'université. C'est la région. Aujourd'hui, la politique du président de la République pour Saint-Louis concerne la région de Saint-Louis. Le premier conseil des ministres décentralisé avait été effectué à Saint-Louis et aujourd'hui, nous sommes en termes d'investissement à 111% par rapport au montant qui avait été prévu pour la région de Saint-Louis. Et à partir de ce moment, il ne faut pas qu'on me dise que Saint-Louis est délaissé ou les gens ne travaillent pas. Saint-Louis a les mêmes problèmes que toutes les autres villes du Sénégal, les mêmes, qui sont liés à notre capacité économique à pouvoir sous-tendre des investissements infrastructurels pour les régions. Et le président de la République fait un travail remarquable là-dessus, avec le PUDC, avec Promoville. Et Saint-Louis a été avantagé pendant des dizaines d'années au détriment de certains villages. Et aujourd'hui, est-ce qu'on devrait prendre les 300 milliards du PIDC pour lesquels on a fait des pistes, des forages pour des Sénégalais qui n'ont pas eu de pistes ou d'eau pendant 20 ans et les mettre dans les grandes villes? Non. Il y a un partage économique à faire et un maillage national à faire en termes d'investissement. Maintenant, aujourd'hui, mes objectifs par rapport à Saint-Louis, vous savez, moi je suis Saint-Louisien, je suis né à Saint-Louis. Comme vous l'avez dit, mon père a été président du conseil régional pendant 10 ans. Si on veut participer à l'effort national en termes de façon active et participer, on va dans notre terroir. Moi, je suis né à Saint-Louis, ma mère est née à Saint-Louis et aujourd'hui, mon premier engagement pour Saint-Louis est dû au fait que je suis de Saint-Louis. Le deuxième, c'est de j'ai trouvé une équipe sur place et d'ajouter ma pierre à l'édifice et de venir aider aussi bien que je puisse partager mon expertise et mon expérience à la disposition du président de la République. Est-ce que vous pouvez nous souffler aujourd'hui un projet porteur aujourd'hui qui intéresse la jeunesse saint-louisienne? Bon, oui, mais ça, ce n'est pas dans le cadre politique. Ça, c'est dans le cadre privé. Vous savez, moi, comme je dis toujours, la politique, ce n'est pas un métier. D'accord? Moi, je suis peut-être un des rares cadres politiques de Saint-Louis qui n'a pas de poste public. Donc, je suis dans le privé, je suis conseiller financier, je suis opérateur économique, administrateur de société. Bon, nous avons réfléchi à la mise en place d'un certain nombre de projets pour lesquels nous avons eu vraiment, non pas parce qu'on est politique, ça il faut le préciser, parce qu'un projet, on peut être le meilleur politicien du monde, si on n'est pas un bon homme d'affaires, le projet ne marchera pas. On peut vous ouvrir toutes les portes du fait de votre appartenance politique, mais si vous ne savez pas faire des affaires, ça ne prospérera pas. Voilà, lors de l'arrivée de Macron à Saint-Louis, c'est la dernière question d'ailleurs. Nous avons vu, vous avez fait une mobilisation à Saint-Louis. Étant donné que vous étiez un peu absent de la scène, mais votre venue quand même a mobilisé pas mal de jeunes qui vous ont suivi quand même pour accueillir le président français. Par rapport à ça, est-ce que vous préparez les entrées politiques ou bien est-ce que vous partagez les mêmes convictions avec les acteurs politiques qui sont à Saint-Louis? Vous savez, moi j'ai souvent dit aux gens que le problème d'un financier ou bien d'un auditeur, c'est que sa vie sociétale est énormément influencée par sa vie professionnelle. Je m'applique la rigueur et la discipline de mon métier à la politique. Peut-être ça ferait de moi un mauvais politicien, je ne sais pas, mais c'est ma nature. À partir du moment où il y a une organisation qui est en place et que nous venons travailler pour le président de la République, on ne peut pas venir dire nous travaillons pour le président de la République et ne pas travailler avec ceux qu'on a trouvés sur place et qui travaillent pour lui. Donc je me suis greffé à ce qui se passe. La vision des acteurs politiques de Saint-Louis est la vision du président de la République.
Donc aujourd'hui, ce n'est pas une vision parallèle ou une vision supplémentaire. Les acteurs politiques sur le terrain travaillent pour l'application des consignes du président suivant une vision régionale ou communale, ainsi de suite. Donc, je ne suis pas un messie. Aujourd'hui, cette popularité que j'ai eue, c'est parce qu'il y a un travail qui a été fait. Nous sommes allés sur le terrain, travailler, discuter avec les jeunes. Et je milite dans un quartier populaire, Pékin, qui manque de beaucoup de choses, pour lesquelles l'État, la mairie, fait énormément d'efforts. Et aujourd'hui, le discours, ça a été de les convaincre de venir avec nous pour continuer à accompagner le maire et accompagner le président de la République pour pouvoir assister au moins à la réalisation de ces projets et apporter quand même nos idées en termes d'expertise par rapport aux jeunes. Nous travaillons énormément sur la formation, nous travaillons énormément sur la réorganisation des groupements de femmes. Parce que notre credo, c'était de dire il faut qu'on arrête, et ça c'est la vision du président de la République, il faut qu'on arrête de donner de l'argent aux militants pour des mobilisations. On préfère les organiser en GIE, les former, les financer, et que ces financements puissent générer des revenus et augmenter leur capacité d'autofinancement. Et dans 2-3 ans, ils n'auront plus besoin de financement. Donc c'est sur ça que nous travaillons, et c'est ce qui fait quand même, on a eu quand même beaucoup de monde autour de nous, autour du maire, et qui comprennent de plus en plus la vision du président de la République. Donc, votre dernier mot par rapport à la situation du pays, les enjeux, le message que vous lancez par rapport à la sécurité et tout ça. Bon, d'abord, bon, il y a d'abord un discours qui n'est pas politique du tout, hein, qui est vraiment un discours de citoyens sénégalais avec une expérience internationale et qui voit ce qui se passe au Sénégal en termes de gestion. Et je félicite le président de la République par rapport à ce qui se passe autour de nous, qui se passe même dans des pays entre guillemets développés. Nous sommes sur la bonne voie. Parce qu'un pays sans programme ni plan, c'est un pilotage à vue. Le PSE, c'est quand même un projet innovant pour nous, Sénégalais, en Afrique. La preuve, ils ont mis en place un programme similaire en Guinée. Ils ont mis en place un programme similaire en Sierra Leone, au Libéria, au Rwanda. Donc nous avons été quand même les précurseurs de ce type de changement, hein, de penser à un Sénégal émergent avec une vision lointaine, 2035. Nos politiques avaient l'habitude d'avoir des visions limitées à leur mandat, mais en mettant en place un programme sur 2035, c'est que le président de la République pense à tout le monde, sauf à lui, parce qu'en 2035, il ne sera pas là. Donc ça, c'est le discours vraiment de financier. Le discours politique, c'est de dire, il ne faut pas que nous... on a une opposition très virulente, mais pas objective. J'aime pas critiquer. Critiquer, hein. Oui, j'aime pas le faire. C'est la première fois que je le fais sur un plateau, mais il faut qu'à un moment, les gens se disent la vérité. Il faut qu'à un moment, les gens reviennent sur terre. Il ne faut pas oublier que ces gens étaient là, il n'y a pas longtemps, et que des hommes se sont sacrifiés pour qu'ils partent. Les gens l'oublient. Ça a été très dur pour l'alternance. Cette alternance a été très difficile. Ça a été au prix de sacrifices humains. Et c'est ces mêmes personnes qui veulent revenir et se donner une nouvelle couverture. Et les Sénégalais ne sont pas amnésiques. Maintenant, bon, vous savez, avec le développement des réseaux sociaux et trucs, pour faire du bruit, c'est très facile. Mais le président, il travaille. On entend, moi je dis souvent, les gens critiquent souvent en disant que les cadres de l'APR ne défendent pas le président. Mais cela est consenti dans la presse. Hein. Oui, mais c'est consenti par qui? Et par la population sénégalaise. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de défendre les intérêts de la population, vous défendez les intérêts du président de la République. Non. Nous, à partir du moment où on a mis en place un certain nombre de projets dont les bénéficiaires, c'est la population, pourquoi on va aller faire des discours? C'est sur le terrain qu'il faut travailler, Moussa. Ce n'est pas d'aller promettre aux populations de meilleures conditions de vie. C'est de mettre en place et de mettre en œuvre les choses qui vont créer de meilleures conditions de vie. Ce n'est pas les discours. On n'a pas besoin, moi je dis souvent, on n'a pas besoin d'aller dire aux populations, le président a fait ça pour vous. Les populations ont vu. Et vous verrez que quand on ira aux élections, que les populations ont vu. Les gens oublient qu'on sort d'élections. Et que pour ces dernières élections, nous avons quand même eu 125 députés. Et ces gens qui parlent, ils étaient candidats.
Les plus virulents, ils n'ont pas eu 4000 voix. Je suis désolé de le dire. Là, c'est le dernier message politicien. Oui, non, mais moi, j'ai sérieux. J'ai dit, je fais un discours, un discours non politique et le discours politicien. Vous verrez que le discours politicien, il est moins gentil. Il n'y a pas de souci. Amis internautes de Leuz TV, c'était votre émission Réaction et nous vous donnons rendez-vous prochainement avec un autre numéro. Merci.